Bonjour Magali, bonjour à tous. C'est donc ici à Dieppe sur les installations du terminal transmanche que nous célébrons ce midi. 2 siècles de traversée vers l'Angleterre. Ce fut d'abord Brighton puis New Haven. 200 ans d'histoire mouvementée, une ligne maintenue contre vents et marées et qui reste aujourd'hui un enjeu crucial pour la ville de Dieppe. Son maire Nicolas Langlois sera notre invité dans un instant. Mais avant, ce sont plus de 400 000 passagers qui embarquent chaque année sur la ligne Dieppe-New Haven. Alors vous le voyez, le Seven Sisters, l'un des 2 ferries qui assurent la liaison, s'apprête à partir derrière moi. Les lamaneurs sont également à l'œuvre. 120 km séparent les 2 ports. Alors comment s'effectue cette traversée? Comment s'occupent les passagers pendant les 4 heures du trajet? Grégory Archiapati et Stéphane Lotte sont montés à bord du Seven Sisters. Justement, c'était il y a quelques jours. Regardez. Terminal transmanche de Dieppe, 11h15, l'embarquement des passagers débute. Motos, camions, voitures et piétons se relaient. Pour cette traversée à bord du Seven Sisters, 194 personnes sont attendues, direction New Haven. Pour faire tourner cette machine, il y a 36 membres d'équipage à bord. Et l'un des premiers que l'on croise, c'est Glenn, le chef de réception. Bonjour. Il est en poste ici depuis plus de 20 ans. Alors le ferry, Glenn le connaît sur le bout des doigts et a vu au plus près ses évolutions. On l'a amélioré au fil des ans. Là, vous avez une grande boutique par rapport à avant. On a une toute petite boutique hors taxe. Pas du hors taxe d'ailleurs, c'est une petite boutique. Depuis le Brexit, on a le hors taxe duty free. Et ça augmente énormément. On a refait beaucoup d'investissements dans les locaux passagers, les salons à l'arrière, beaucoup plus confortables. La cafétéria était en fait intégralement. Elle va continuer à faire des améliorations au fil du temps. Midi, heure du départ, durée de la traversée, 4 heures. Et il y a déjà une très grosse activité, comme ici, au restaurant. Pour que tout soit prêt dans les temps, dans les cuisines, cela fait déjà plusieurs heures que l'on est sur le pont. On commence à préparer nos affaires vers 9h30, 10h le matin. Ça change pas par rapport à une cuisine dans un restaurant? Oui, ça change un peu, mais faire attention quand même. Il y a du règlement au boulot, il y a un minimum de sécurité. À bord du Seven Sisters, tout est fait pour que le trajet soit agréable. C'est en tout cas le ressenti des voyageurs qui, pour certains, doivent aussi s'adapter et trouver de quoi occuper les enfants en bas âge. On peut se promener, on peut sortir regarder la mer, aller à l'aire de jeu, on fait jouer les enfants. La traversée passe très vite. C'est comme si nous étions en vacances. On peut manger, boire un verre. De notre côté, on joue aux cartes. Donc pour nous, c'est très bien comme ça. Un voyage rapide, car ça y est, les côtes anglaises sont à l'approche. Un moment toujours très apprécié. C'est fabuleux, hein. Les côtes sont blanches, les Seven Sisters. On voit Eastbourne, je suis allée à un séjour linguistique aussi. Et puis ça y est, on est dans l'ambiance anglaise. Et pendant que certains admirent le paysage, d'autres sont en pleine concentration. Direction la passerelle, où les opérations pour accoster à New Haven sont en cours. Et l'arrivée est millimétrée. On a 12 mètres de chaque côté du navire, donc c'est vrai que c'est pas large hein, pour rentrer. Souvent on a du vent dans ce point-là, donc il faut des vents d'ouest. Il faut parfois jouer avec ces distances-là, et c'est vrai que l'arrivée n'est pas forcément évidente. Les manœuvres, moi je vois, il n'y a jamais les mêmes conditions. Voilà, ça diffère souvent, et une manœuvre en fait pas l'autre, et c'est là où c'est vraiment intéressant. Fin d'un voyage, début de vacances pour les uns, retour à la maison pour les autres, jusqu'au prochain embarquement. Son histoire a débuté officiellement en 1825, même si les premières traversées ont commencé l'année d'avant. C'est la doyenne des liaisons maritimes entre la France et l'Angleterre. 3 ferries par jour relient Dieppe à New Haven pour une clientèle composée à 75% de Britanniques. La liaison, vous le savez, a connu des remous et des tempêtes, souvent déficitaires. Elle a bien failli disparaître, mais elle est encore là. Retour sur cette histoire mouvementée. C'est avec François Pesquet et Romuald de Sevestre. Il y a longtemps eu les vapeurs des steamers au 19e et début 20e siècle. Les va-et-vient des trains, des passagers sur les quais de la gare maritime. Puis la fumée noire des ferries. En 1964, pour la première fois, un car-ferry relie Dieppe à New Haven. On embarque en voiture à bord du Villandry, avant de rejoindre les banquettes confortables du restaurant pour la traversée. Les habitudes s'installent. On vient le temps d'un week-end savourer les bons produits locaux de Normandie.
Vive la France! Vive la France! Il y a autant d'Anglais qui arrivent chaque fois là. Non, c'est surtout le samedi. Ah oui. Surtout le samedi pour aller au supermarché. Oui. Alors quand ils reviennent, ils sont ou sur les genoux ou alors ils oublient d'embarquer. Les remous et les repreneurs se succèdent dans la grande vague libérale des années 80. Sea-Link, Stena Sea-Link, P&O Stena. L'équilibre économique de la ligne est fragile. Les colères marines et humaines se sont mêlées pour aboutir à une quasi-faillite, un déficit chronique. 1993 est une année record pour la fréquentation de la ligne. Plus d'1 million de passagers l'empruntent. L'année suivante, le tunnel sous la Manche entre en service. Les passagers vont adopter massivement ce trajet rapide vers l'Angleterre. À Dieppe, on croit pourtant encore en l'avenir de la liaison. Une nouvelle gare maritime est inaugurée. C'est le moyen de se battre pour non seulement maintenir la part de Dieppe, mais l'augmenter dans les années futures. Pourtant, la fréquentation baisse au fil des ans. La liaison est sauvée en 2001 par le département de Seine-Maritime qui rachète également le port de Newhaven. Une délégation de service public confie son exploitation à la compagnie DFDS en 2013. Le Brexit aurait pu lui être fatal, comme les conséquences du Covid. 80% de fréquentation en moins en 2021. Mais elle résiste. Plus de 400 000 passagers l'ont empruntée l'an dernier. Elle aurait pu couler 100 fois. La liaison transmanche est encore là. Et oui, une ligne toujours là pour le plus grand bonheur de Dieppe et de son maire. Bonjour Nicolas Langlois. Bonjour. Alors avec votre prédécesseur Sébastien Jumel, vous vous êtes battu pour conserver absolument cette ligne. Pourquoi c'était aussi important pour vous ? Vous faites bien de dire qu'avec mon prédécesseur Sébastien, on s'est battu dans la lignée des maires qui nous avaient précédés. On se bat pour cette ligne, vous l'avez vu, dès que le bateau part. Et dès qu'il rentre, c'est un appel à prendre le large, c'est un appel à la liberté. Et puis c'est très concrètement, vos reportages l'illustrent, c'est de l'économie réelle. C'est 2000 emplois directs et indirects. C'est une ouverture pour la France, pour la Seine-Maritime, sur le monde et vers le Royaume-Uni. Et puis c'est une part de notre culture, c'est une part de notre identité et même de notre patrimoine vivant. Et donc pour toutes ces raisons-là, on s'est battu pour, puis on va continuer à la défendre, cette ligne. Alors néanmoins, cette ligne, on l'a vu, elle reste fragile. La concurrence de Calais, elle fait mal aussi à cette ligne. Alors on va le voir si le nombre de passagers est en augmentation depuis 3 ans. Le fret, en revanche, lui, ne tire pas son épingle du jeu. Plus de transport de marchandises, c'est ça l'enjeu de ces prochaines années notamment ? Il y a un double enjeu, c'est de permettre à tous les touristes, tous les passagers dits ordinaires de continuer à la prendre parce qu'il y a un service de qualité et les travaux sur les bateaux ont permis ça. Et puis c'est de travailler à renforcer le trafic fret, logistique, mais l'état de l'économie européenne, l'état de l'économie française, l'état de l'économie britannique après le Brexit fait que sur notre ligne, comme sur toutes les lignes transmanche, le trafic a baissé et pourtant il y a un service de qualité aussi pour les chauffeurs routiers et pour la logistique. Et dont le travail qui est enclenché là, avec DFDS, avec le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, avec les chambres de commerce, avec les transporteurs comme Bruno Béliard d'Eurochannel Logistique, c'est de voir ce qu'on peut améliorer, quelle campagne de communication, de lien avec les logisticiens, les producteurs, les industriels de France et de Navarre, nous pouvons mettre en place pour renforcer ce domaine-là. Quel avenir vous lui voyez à cette ligne ? Un avenir radieux, bien entendu, non ? Le meilleur avenir possible, parce que permettre à notre économie d'exporter ses marchandises, c'est important. Permettre aux habitants d'ici et d'en face, les Britanniques, d'être reliés, de partager leur culture, de partager de bons moments, c'est évidemment extrêmement important dans le monde chamboulé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis pour notre port, je vais insister là-dessus, c'est une source de recettes évidemment importante. Et pour l'économie normande, séno-marine, c'est aussi extrêmement important, puisque quand on investit 2 € ici, c'est 4 € de retombées pour l'économie séno-marine en Seine-Maritime. Alors très rapidement, le transmanche n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une affaire de sentiment. Ici à Dieppe, ça fait partie du patrimoine vivant. Je vais vous faire une confidence. Moi, si je suis maire de Dieppe aujourd'hui, c'est grâce à la ligne. Je suis venu travailler à la ligne en tant que douanier il y a 15 ans maintenant, il y a même plus de 15 ans maintenant. Et donc sans la ligne, je ne serais pas là. Et comme beaucoup de familles, ma famille aujourd'hui a une histoire intime liée à cette ligne. Et c'est un peu comme Alpine, je vous le disais, c'est du patrimoine vivant, c'est-à-dire qu'il y a une histoire riche. 200 ans pour le transmanche, 70 ans pour Alpine, on a fêté ça il y a quelques jours. Et puis surtout, c'est de l'économie réelle aujourd'hui et donc on se projette évidemment. Nicolas Langlois, vous restez avec nous. Dieppe et l'Angleterre ont des liens très forts depuis que la ligne transmanche a été créée il y a 200 ans. Donc nous nous sommes demandé ce qu'il y avait d'anglais dans la ville aux 4 ports. Alors quelles traces nos voisins y ont-ils laissé? Élément de réponse avec Grégory Arcapati, Patrice Cornili et Claude Euth. À Dieppe,
Si l'on cherche des traces anglaises, eh bien, on ne les trouve pas au premier regard. Pour les repérer, il faut prendre le temps d'observer, car elles ne sont pas nombreuses. Pour nous aider à les débusquer, nous avons été assistés de Laura, guide conférencière. Elle nous emmène du côté de la place du Puy-Salé. Lorsqu'on lève les yeux, on voit cette inscription, relique d'une époque révolue, où se tenait ici une épicerie anglaise. Des années 1814 jusqu'aux années 1914, à peu près pendant un siècle, on va avoir une colonie britannique qui va se développer ici à Dieppe, qui comptera à peu près entre 1000 et 3000 âmes. Et ces Britanniques qui vont venir s'installer à Dieppe, qui vont faire ce choix-là, ne vont pas venir seuls, ils vont venir avec leurs médecins, leurs pharmaciens, leurs commerçants, même leurs propres écoles. Et parmi les commerçants, on avait donc des épiciers. Une arrivée massive d'Anglais due en partie à l'après-Révolution française. Un chamboulement dans la société qui a comme conséquence un coût de la vie moins élevé ici qu'outre-Manche. Et puis, la ville de Dieppe est également un terrain de jeu privilégié pour les artistes britanniques. L'un d'entre eux, Walter Sickert, a entre autres immortalisé l'église Saint-Jacques. C'est un peintre qui avait vraiment la volonté de représenter l'architecture dieppoise. Donc il était absolument fasciné par l'église Saint-Jacques, dont il va nous laisser plusieurs représentations, mais aussi par les différents commerces dieppois. On a des représentations de Walter Sickert de différents types de commerces, des restaurants, des commerces de bouche, et puis également des hôtels qui sont situés sur le front de mer. Le front de mer, justement, lui aussi, a été sous influence anglaise. Alors que la mode des bains de mer se développe au XIXe siècle, la haute société souhaite le restructurer en s'inspirant des stations balnéaires d'outre-Manche. Aujourd'hui, on n'a plus du tout la trace parce que ce sont des pelouses qui sont devenues rectilignes. Mais autrefois, on avait vraiment donc des pelouses avec des belles allées sinueuses qui sont propices justement à la promenade, à la déambulation. C'était vraiment un projet qui a été insufflé par l'impératrice Eugénie. Sauf que le 19e siècle, c'est quand même encore un siècle où la place des femmes dans la société est limitée. Et donc le plan ne sera pas signé par l'impératrice Eugénie, mais signé Napoléon. Vous l'aurez compris, les traces anglaises à Dieppe sont aujourd'hui rares. Seules quelques enseignes arborent des noms aux sonorités anglo-saxonnes. Certains tentent tout de même de faire perdurer l'esprit anglais. C'est le cas de particuliers qui proposent des animations. Ici, par exemple, un apéritif est organisé avec une simple consigne. Seule la langue de Shakespeare est autorisée. Un rendez-vous qui a lieu 4 fois dans l'année. Allez, on reste à Dieppe avec son maire, Nicolas Langlois. Alors cette ligne maritime, on l'a vu, elle entretient également une culture transmanche commune entre la France et l'Angleterre, deux pays qui sont finalement très très proches. Oui, tout à fait. Il y a une culture artistique. Par exemple, la Sirène à Barbe, qui est un cabaret hyper dynamique sur la ville, a des relations avec Brighton. On va à la rentrée organiser pour fêter ses 200 ans un grand concert rock dans la ville avec des artistes anglais. Et puis il y a aussi une culture, on est à Dieppe, une culture sociale. Sur les 3 dernières années, il a fallu se battre contre le dumping social sur les lignes transmanche. Sébastien Jumel a beaucoup travaillé là-dessus, avec les syndicats, CGT, CFDT, les syndicats anglais, parce que c'est aussi dans notre ADN, ça, faire en sorte que le travail rime aussi avec garantie collective, garantie de sécurité en mer. Et donc c'est toute cette culture qui irrigue les Dieppois. Et quand on dit que l'ADN est dans la mer est dans l'ADN des Dieppois, du coup le transmanche est dans l'ADN des Dieppois aussi. Eh bien, merci beaucoup merci Nicolas Langlois d'avoir répondu ce midi à l'invitation de cette édition ici 12-13 spéciale. Alors vous le voyez, le bateau est en Manche actuellement. Il a pris la mer direction New Haven pour 4 heures de traversée. Alors je vous retrouve ce soir dans ici 19-20 pour une nouvelle page spéciale consacrée aux 200 ans du transmanche. En attendant, je vous laisse au bon soin de Magali Nicolin pour la suite de votre journal.